Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de ce magazine. À la une de ce magazine, c'est le Burkina Faso de nouvelles tensions dans la capitale Ouagadougou. L'aéroport était encore cet après-midi fermé toute l'après-midi jusqu'à nouvel ordre. Le camp de retrait des ex-RSP encerclé par les forces loyalistes. Par ailleurs, Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré et candidat recalé à la présidentielle, a été arrêté cet après-midi à quelques kilomètres de Koudougou. En République centrafricaine, dont la tension reste encore vive à Bangui, la capitale centrafricaine est depuis plusieurs jours en proie à une nouvelle série de violences. Une situation qui a obligé la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, à quitter plus tôt que prévu l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Dans la deuxième partie de notre magazine, nous réfléchirons sur l'échec scolaire en France, notamment avec un regard particulier sur les fils et filles des immigrés venus d'Afrique. Dans ce mois de septembre, nous avons évoqué les principales causes du décrochage scolaire. Pour nous éclairer sur cette question, nous serons en duplex avec notre invité Sébastien Ruc. Sébastien Ruc, bonsoir. Bonsoir, Juvénal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, Sébastien Ruc, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est enseignant pour l'association du Prado. Il est également intervenant indépendant sur les questions de décrochage scolaire pour les institutions d'hébergement des enfants et d'adolescents. C'est bien cela? C'est cela, oui, tout à fait, depuis déjà quelques années. D'accord. Rappelons également que vous avez eu au cours de votre parcours plusieurs missions telles que dans le MGI, entendu, la mission générale d'insertion de l'éducation nationale et aussi au sein des structures et associations d'éducation populaire et d'éducation spécialisée. Voilà, c'est ça. Habituellement, l'éducation populaire, ce qui regroupe un petit peu les centres sociaux, entre autres MJC, où bien souvent il y a des activités autour du scolaire. Je pense en particulier au projet d'accompagnement à la scolarité qui existe maintenant depuis bon nombre d'années, et l'éducation spécialisée aussi avec des établissements qui assurent des enseignements particuliers pour un certain nombre de jeunes rencontrant des difficultés d'apprentissage. Voilà. Dites-nous d'entrée de jeu, quelles sont aujourd'hui les principales vraiment raisons du décrochage scolaire? Les principales raisons, elles sont quand même c'est multifactoriel. Il n'y a pas une raison qui peut être particulièrement mise en avant dans les raisons du décrochage scolaire ou d'un décrochage scolaire ou de la déscolarisation. Et en même temps, il y a effectivement, chaque situation est très particulière. Donc moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui travaille sur le terrain à l'accompagnement de ces enfants, soit dans mes qualités d'enseignant ou d'intervenant. Et finalement, il n'y a jamais une situation qui ressemble à une autre. Maintenant, on peut tout de même noter quelques éléments qui reviennent à chaque fois de manière un peu plus générale, on va dire. Alors il y a les facteurs personnels et familiales qui sont souvent des causes de rupture internes au sein même de la famille. Jeunes. Oui. De la famille en particulier, qui provoque effectivement chez le jeune
un désintérêt, pour l'exploitation scolaire. Désintérêt de la chose scolaire, Très en bien. raison de choses qui sont compliquées à vivre de manière sur le plan personnel. Bien, Ça rejaillit Sébastien sur- Ruc, on ne laissera pas développer tout cela maintenant. On vous laisse Très bien. souffler. On revient vers vous dans la deuxième partie de ce magazine. Le temps de vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue avec cette brève ponctuation musicale. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Ngeumvwata waiza wasisameno kala ingangu mwebani kesakane nakobanga bino te nakobanga nzambe na ngai alleluya chivundu JJ Pierre lokuta eyaka na ascenseur vérité eye na escalier mpe ekomi Sidonie Kotoklo, Tchétché Tchernobyl, le prophète de la sape. Makoto et Basolution et Zouama. Mokolo Bilanga, Kombo Nanga Liandi. Bango bazaki na masasi, kasi bakoki koboma ngai te. Kiss Kisombe. L'homme prudent voit le mal de loin. Sala tobina kikebo na quartier la temu kolo kulu yo. Hands up
Yakou Christian Akwasi. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Directement sur le continent africain où la tension reste vive à Bangui, la capitale centrafricaine qui est depuis plusieurs jours en proie à une nouvelle série de violences. Tout est parti samedi dernier de l'assassinat d'un chauffeur de moto-taxi. Depuis, les affrontements et les manifestations se poursuivent. Une situation qui a obligé la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, a quitté plus tôt que prévu l'Assemblée générale des Nations unies de New York. Au Burkina Faso, c'est de nouvelles tensions dans la capitale Ouagadougou. L'aéroport est resté fermé tout cet après-midi. Le camp de retrait des ex-RSP, le régiment de sécurité présidentielle, est resté encerclé par les forces loyalistes. En effet, le régime de transition a procédé à l'arrestation en lien avec le putschiste de Djibril Bassolé, ex-ministre des Affaires étrangères du président burkinabé Blaise Compaoré, qui souhaitait se présenter à l'élection présidentielle prévue le 11 octobre prochain. Il fait partie des 14 personnes dont les avoirs ont été gelés samedi par la justice, qui a aussi bloqué ceux de 4 partis, dont le Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, le parti de Blaise Compaoré. Le gouvernement de transition a récemment accusé Djibril Bassolé d'être un soutien au putschiste Gilbert Diendéré qui refuse de désarmer les éléments du RSP. Le RSP qui a été dissous il y a 5 jours à l'issue d'un conseil des ministres. Perpétré le 17 septembre par le RSP, le putsch a finalement échoué une semaine plus tard. Après une semaine de manifestations dans le pays et la médiation de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, entendue la CEDEAO, l'armée loyaliste, sous l'impulsion des jeunes officiers, a convergé vers la capitale lundi dernier, forçant le RSP à renoncer à son projet. Le gouvernement réinstallé a ordonné la dissolution de ce corps d'élite de 1300 hommes. Réclamé à plusieurs reprises par la société civile, à l'histoire jalonnée de coups d'État militaires depuis son indépendance en 1960. Les violences liées au coup d'État ont fait 10 morts et plus de 100 blessés parmi les manifestants anti-putschistes. La crise a coûté environ 50 milliards de francs CFA, soit 75 millions d'euros, selon le Conseil des ministres lundi dernier. Je me tourne vers notre invité de studio qui est Daouda Ouedraogo. Bonsoir. Oui, bonsoir Juvenal. Vous êtes issu de la diaspora africaine, originaire du Burkina Faso, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Militant associatif de l'ABEL, entendu, Association des Burkinabés des Lions. Effectivement. Dites-nous, qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'aujourd'hui, l'armée loyaliste n'arrive toujours pas à désarmer le RSP? Comme vous l'avez rappelé, le RSP était présenté comme un régiment d'élite qui est composé d'environ 1300 hommes. C'était sans doute le régiment le mieux armé de l'armée burkinabé. Et donc, il va sans dire que c'est quand même assez délicat de désarmer un régiment fort de 1300 hommes qui est surarmé. Donc, c'est une initiative, c'est une entreprise qui est assez délicate à mener et voilà. Peut-on penser que le gouvernement de transition, oui, dirigé par Michel Kafando, a manqué de courage politique? Oui, sans doute ils ont manqué de courage politique parce que souvenez-vous, l'année passée, après l'insurrection de 2014 qui avait chassé Blaise Compaoré du pouvoir, il avait été instamment demandé la dissolution du RSP. Le gouvernement a manqué de courage et finalement, en fait, ça a rattrapé la transition et ce qui a débouché en fait sur la tentative de coup d'État de la semaine surpassée. Mais on peut penser aujourd'hui que c'est une belle occasion de mettre fin à cette manière
des faits du RSP, qui était, parce qu'il n'est plus aujourd'hui, qui était une armée dans une armée. Oui, mais c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais de toute façon, en fait, aujourd'hui, le RSP n'existe plus, hein, parce que... Officiellement. Officiellement, ça n'existe plus, parce qu'il y a un décret de dissolution qui a été pris par le président de la République. Et donc, officiellement, le RSP n'existe plus. Donc, on fait face actuellement, disons, à un corps de miliciens qui ne veulent pas déposer les armes, en fait. Et quel peut être le recours? Le recours, puisque en fait, les négociations... on est dans une impasse et donc actuellement, comme vous l'avez dit en début d'émission, le camp Nabakom, qui est donc le siège du RSP, est encerclé par l'armée loyaliste qui menace à tout moment de donner l'assaut, quoi. Donc on tend véritablement vers un désarmement de force. Mais alors, sans toutefois souhaiter cela, parce que ça pourrait quand même être une autre fois une occasion de déplorer des pertes en vies humaines, mais cependant, est-ce que au niveau du Burkina Faso, on ne peut pas conclure aujourd'hui que le processus de réconciliation a pris un coup dur? Oui, bien sûr, évidemment, parce que vous savez, bien sûr, de l'autre côté, il y a des gens qui soutenaient Blaise Compaoré, il y a des gens qui ont soutenu en fait la tentative de coup d'État. Et donc, évidemment, ça pose la question de la réconciliation nationale. Mais si vous voulez, globalement, au niveau du peuple burkinabé, il y a un consensus sur le fait que la transition devait aller jusqu'à son bout, jusqu'à son terme, et rien ne pouvait justifier le coup d'État. Et voilà, et je pense qu'en fait, d'ailleurs, la transition burkinabé a été suffisamment clémente, hein, avec ceux qui ont voulu justement attenter à la démocratie burkinabé en essayant de modifier l'article 37 qui aurait permis à Blaise Compaoré de rester encore davantage au pouvoir. Vous savez, hein, il n'y a pas eu de chasse aux sorcières, comme certains ont voulu le faire croire. Donc, il y a un processus de réconciliation qui a été lancé et qui a été brutalement stoppé donc, par le coup d'État de la semaine surpassée. Dodo Ouédraogo, c'est fort embêtant parce que ceux qui ont été les auteurs des tueries, parce qu'on se souvient que l'année dernière, lors du mouvement populaire, les militaires ont tiré à balles réelles sur des citoyens qui étaient sans armes. Ouais. Ils n'ont pas eu de réelles poursuites judiciaires, pas eu de condamnation. Et aujourd'hui encore, ceux qui sont les tuteurs du putsch manquaient. Ouais. Apparemment, il y a une amnistie. Mais de nouveau, est-ce que c'est pas un mauvais signal plutôt? Non, mais je suis pas d'accord avec vous quand vous dites en fait qu'il n'y a pas eu de procédure judiciaire. Il n'y a pas de condamnation encore. Non, mais il y a eu une procédure judiciaire qui a été ouverte. Alors certes, elle est assez lente. Justement, elle est assez lente. Alors il se trouve en fait que il y a une identité quasi parfaite entre justement ceux qui ont fait tuer ou ont tué l'année passée la population, enfin en tout cas les auteurs de cette tuerie et les auteurs justement de cette tentative de coup d'État. Et donc vous avez vu en début de semaine, rien que en fin de semaine passée, en début de cette semaine, le procureur près de la cour d'appel de Ouagadougou a fait un communiqué dans lequel il disait que justement les auteurs, ceux qui sont impliqués de près ou de loin, les avoirs sont gelés et les avoirs d'un certain nombre de partis politiques aussi également sont gelés. Et cela ne remet pas en cause la procédure judiciaire qui est toujours en cours. Comme vous l'imaginez, les procédures judiciaires sont assez longues et on ne peut pas parler d'amnistie qui sera totalement rejetée par le peuple burkinabé. Alors, on peut parler d'amnistie, mais en revanche, il est clair aujourd'hui que le général Gilbert Diendéré, il s'en va et qu'il ne sera pas poursuivi. Ça, vous ne pouvez pas le dire. Au niveau du Burkina Faso, tout au moins. Non, mais vous ne pouvez pas le dire. C'était l'un des points sur lesquels la transition, la transition a été, la CEDEAO a eu à insister. Non, mais la CEDEAO l'a proposé, mais ça a été rejeté par la population, mais aussi par la société civile burkinabé. Actuellement, en fait, il se trouve que à l'heure où je vous parle, on a la certitude que le général Diendéré est encerclé par l'armée loyaliste. C'est un fait. C'est un fait. Et donc, pour le moment, on ne peut pas savoir en fait comment est-ce qu'il compte se rendre. Où est-ce qu'il compte se faire tuer? Je ne sais pas trop, mais on ne peut pas dire en fait qu'il va s'en tirer à bon compte. Sans s'en tirer à bon compte, il a quand même des soutiens au niveau du Burkina Faso. Il est soutenu. Voilà le général Djibril Bassolé, qui était l'un des hommes forts également du pouvoir de Blaise Compaoré, qui a été arrêté aujourd'hui. Ils sont nombreux comme ça au Burkina Faso. Non, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Enfin, écoutez, parce que quand vous dites... nécessairement, il y a des gens qui ont intérêt à ce que le pays soit déstabilisé. Et parlant de Djibril Bassolé, il a été arrêté. Pour le moment, il faut être prudent parce qu'il est présumé innocent. Sans doute, il y a une procédure judiciaire. Mais le gouvernement en place l'accuse d'être l'un de ses soutiens. Mais le gouvernement n'est pas la justice. C'est la justice de faire la lumière.
Moi, je ne le défends pas. Seulement ce que je dis, le gouvernement a fait un communiqué dans lequel, justement, on accusait Djibril Bassolé de soutenir les putschistes. Il a été arrêté aujourd'hui. Mais c'est la justice qui dira si, effectivement, C'est coupable ou non. s'il est coupable ou non. Mais pour en revenir à votre question, on ne peut pas véritablement dire, en fait, parce qu'aujourd'hui, en fait, tous les soutiens, je vous rappelle, le RSP, il y a eu beaucoup de désertions. Et il y a beaucoup qui ont quitté. Juste avant de rentrer en studio, je voyais qu'il y avait 300 soldats du RSP qui avaient rejoint l'armée loyaliste. Donc, les soutiens que le général Diendéré avait sont en train de s'amenuiser au fil du temps. Vous parlez des hommes, des officiers supérieurs du RSP ou Même au niveau des officiers supérieurs du RSP. Hein. Parce que là, écoutez, ils sont même depuis le début du coup d'État, on savait que c'était un coup d'État sans issue. Ça, on le savait. Et maintenant que la suite... Véritablement, je pense qu'il y a très peu en fait de soutien du général Diendéré actuellement au Burkina Faso. Très peu. vous pensez que les hommes... Alors, parce qu'il est possible que ceux qui l'ont soutenu à un moment, voyant la pression, voilà, qui choisissent de le quitter au moment où il a perdu pied. De toute façon, écoutez, moi je trouve que la vérité se trouve au niveau du peuple. Le peuple a massivement rejeté. Mais il est en otage aujourd'hui, le peuple burkinabé. Ouais, Parce que, aux dernières nouvelles, la situation reste tendue. L'aéroport de Ouagadougou est toujours fermé. Oui. Et là, on est sur ce couvre-feu, vous voyez. Oui, mais n'empêche qu'en fait, quand on lit en fait ce que les gens y disent sur place, quand on s'informe sur les réseaux sociaux, dans la presse, on sent en fait qu'il y a le peuple qui est massivement pour en fait qu'on en finisse. Qu'on en finisse avec le général Diendéré, parce qu'en fait, il a fait la preuve de sa mauvaise foi. Il a fait la preuve qu'il ne veut pas négocier. Il a fait la preuve en fait que il veut tenir tête, non pas seulement au gouvernement de transition, mais à tout le peuple maintenant, parce que tout le monde est fatigué. Voilà. On a aussi l'impression qu'au niveau du Burkina Faso, cet homme-là est craint. Mais, effectivement, il est craint parce que, je vous rappelle son CV, hein, il est non seulement... depuis 30 ans, tous les mauvais coups qui ont été perpétrés, non seulement au Burkina Il est Faso... soupçonné d'être là. Oui, non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans la sous-région africaine, que ce soit au Libéria, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, il est impliqué dans tout cela. Donc, c'est un homme qui est véritablement craint. C'est un homme qui est véritablement craint, d'autant... C'est ce qui justifie, je pense, toute la précaution avec laquelle le dossier est en train d'être traité, quoi. Il a été traité, mais en revanche, comme je vous le disais, ce qui est déplorable, c'est que le Burkina Faso, plutôt moins la ville de Ouagadougou, reste paralysée encore aujourd'hui. Oui, c'est bien dommage, mais bon, on n'empêche que c'est vrai qu'on ne peut pas faire autrement pour le moment parce que l'armée est déployée. Mais c'est le moment où l'armée peut donc agir. Non, l'armée est déployée dans toute la ville. Je vous rappelle en fait que le camp du RSP, le camp donc de l'ex-RSP, puisqu'il faut parler en ces termes, puisque le RSP n'existe plus, est en dehors de la ville. Alors il se trouve que ce camp est actuellement encerclé par l'armée loyaliste, comme je vous le disais. Sans doute pour des raisons de sécurité, les gens ne sont pas autorisés à vaquer à leurs occupations quotidiennes, mais on ne peut pas véritablement dire que la ville de Ouagadougou est paralysée, parce que moi, juste avant de rentrer en studio, j'étais en contact avec des amis sur place qui me confirmaient qu'effectivement, c'est vrai que Ouagadougou n'est pas comme d'habitude, mais la ville n'est pas totalement paralysée. L'aéroport reste encore fermé. Oui, pour des raisons de sécurité, j'imagine. Des raisons de sécurité évidentes d'ailleurs. Bien, nous recevons ce soir en ce studio Daouda Ouedraogo. Il est issu de la diaspora africaine. Il est originaire du Burkina Faso, oui. Juriste de formation. Oui. Ce soir, il nous éclaire donc très au fait de la société africaine, les analyses des questions africaines, qui essaie de nous faire comprendre, nous décrypter un tout petit peu la situation sur place au Burkina Faso. La question, c'est la diaspora dans tout ça. On l'entend pas beaucoup. Bien sûr qu'on l'entend. Au niveau, c'est vrai qu'il y a eu une marche le week-end dernier. Oui, mais la diaspora, que ce soit à Lyon, que ce soit dans les autres villes de France, moi je suis en contact avec des amis qui sont en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, un peu partout dans le monde. Je peux vous dire en fait que la diaspora s'est massivement mobilisée pour manifester son rejet du coup d'État. Et d'ailleurs, on peut suivre en fait différents groupes de diaspora sur Facebook. Voilà, et l'actualité est très très suivie par la diaspora africaine, ça je peux vous le garantir. Suivi, oui, mais prendre position. Mais bien sûr, parce que quand je dis suivi... Faire pression. Mais oui, bien entendu, quand on voit les différentes manifestations, que ce soit ici ou ailleurs, les gens, ils ont des pancartes sur lesquelles c'est bien écrit qu'on ne veut plus de ce coup d'État, on ne veut pas de ce coup d'État. Merci Daouda Ouedraogo d'être vous êtes déplacé et d'avoir joué le jeu avec nous. Merci à vous. On espère qu'on vous aura prochainement pour nous éclairer sur d'autres questions sur la politique africaine. Merci. Oh, Aïcha, oui maman, how yo?
man mi saa yu ma wéete sama xel dem ci sama soppe waaye moom mi saa yu ma seene wan ma ginnaaw bàyyi ma wéet sama magel tey jii lor na ma sama yaakaar dem na bàyyi ma tooñoon naa la Aïcha bañ nga ma baal ba ndax ma woola faale woo ma xanaa xamoo ni nobel diis na lool ba man li ma yëg ci sama biir xol tax la ba yow soo jooyee ma daal di mel ni kuy bëgg a jaaxle. Merci donc au groupe Africando qui nous chantait Aïcha, qui nous a permis donc de raccompagner notre invité de studio. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés. Mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien, merci donc au groupe Africando. Avant de groupe Africando, nous étions dans le cadre de notre échange sur l'information brûlante au niveau du Burkina Faso. Depuis le début du mois, donc, nous réfléchissons ensemble sur l'échec scolaire chez les fils et filles issus de l'immigration africaine. Pourquoi on a l'impression que ces jeunes, aujourd'hui, ne vont pas loin à l'école? Pourquoi on a l'impression qu'ils échouent pratiquement à l'école? Toutes ces questions, on a essayé d'échanger dessus durant tout ce mois de septembre. Et ce soir, nous sommes avec notre invité qui est Sébastien Ruc, qui va nous rejoindre dans quelques instants en duplex. Il a un parcours fort intéressant. Sébastien Ruc, donc, est enseignant à l'association du Prado. Il est également intervenant indépendant sur les questions de décrochage scolaire. Avec lui, surtout, nous avons essayé de rechercher des pistes et solutions pour sortir nos jeunes ou aussi aider les parents qui nous écoutent en ce début d'année afin de pouvoir mieux préparer donc la fin de l'année qui sera dans quelques mois. Alors, je ne sais pas si Sébastien Ruc est déjà avec nous ou il est reparti. On me fait signe qu'il n'est pas là. Sébastien Ruc n'est toujours pas avec nous. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Et apparemment, il y avait un auditeur qui est déjà en ligne. Non plus, c'est pas cela. Donc, je vous ai dit, Sébastien Ruc va nous rejoindre dans quelques instants. Le temps pour notre technicien de nous permettre de souffler avec cette brève construction musicale. Il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Chichi Dani, la haute facture. La couleur d'origine, c'est Patrick Bologna. Gasson Piana, Bobo Van Damme. Bakajabazinda, Bajebabike. Titanic. Titanic. Champi Choma Choma, Chocho Bokito, Eric Massidi.
Papa Ali, papa n'a félicité. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Merci au groupe Wenge Musica qui nous a permis de souffler le temps que notre invité nous rejoigne. Sébastien Ruc, rebonsoir. Bonsoir, Juvenal. Comment allez-vous? Écoutez, j'aurais aimé être avec vous. Malheureusement, j'ai été retenu à la maison avec un gros rhume. Mais bon, comme je tenais absolument à être présent, on s'est organisé techniquement pour que je puisse entrer en Merci. Sur les ondes de Radio Pluriel. Merci bien. Alors, maintenant que les choses sont remises à mort dans le côté technique, la question que je veux poser de savoir aujourd'hui, on a l'impression qu'on a une époque où en principe, on a suffisamment d'outils pour que les jeunes s'intéressent davantage à la chose scolaire, mais que non. Oui, effectivement, et c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui est l'ensemble des dispositifs qui peuvent être mis en place par rapport à ce phénomène de décrochage scolaire, de désintérêt scolaire, voire de déscolarisation, j'en passe et des meilleurs. Au sein des établissements scolaires, beaucoup de choses sont mises en place en termes de médiation. Au niveau des collectivités locales, vous avez également tous les programmes de réussite éducative, les programmes aussi menés d'accompagnement à la scolarité dans les centres sociaux, ou les centres culturels ou éventuellement l'éducation populaire en règle générale, pour l'aide aux devoirs par exemple. Et c'est vrai qu'on a l'impression que tout ça ne suffit pas. C'est assez juste de le remarquer. Et en même temps, il faut aussi observer que la société a changé et que les médias, sous toutes leurs formes, pas simplement télévisuels, mais aussi beaucoup Internet, mais Sébastien Ruc, pardonnez-moi de vous couper, mais quand la société a changé, on a l'impression qu'au niveau des outils, aujourd'hui, il y a plus d'outils que dans le passé pour les jeunes. Oui, et paradoxalement, il y a aussi beaucoup d'outils ou en tout cas de formes de médias qui les détournent un petit peu de l'intérêt scolaire, avec une espèce qui rendrait facile, on va dire, la réussite. C'est-à-dire à travers des images médiatiques. Alors bon, l'exemple type, c'est la télé-réalité, où on a l'impression que des jeunes gens sont là sans avoir forcément ni talent, ni savoir spécifique leur permettant d'être connus et d'autres forcément de gagner de l'argent. Donc une espèce de miroir comme ça aux alouettes, puisque finalement la réussite n'est souvent pas au bout quand on connaît un petit peu le devenir de ces gens de la télé-réalité. Ce n'est qu'un exemple. Il y a aussi pas mal Sébastien Ruc, mais ça, je l'entends et je peux le comprendre, mais où sont les parents à ce moment-là, par exemple? Les parents sont souvent mis en difficulté à travers ces phénomènes sociétaux, j'allais dire. Et c'est à mon avis là que c'est par leur intervention, puisque finalement ce sont eux qui sont au plus près de leurs enfants, qui sont les principaux acteurs de leur réussite, et en tout cas de tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour que leur parcours puisse aboutir à des formes de réussite, qu'elles soient sociales, professionnelles, affectives, et voilà. Donc d'une certaine manière, je ne serais pas dans un discours qui culpabiliserait les parents par rapport aux difficultés que ceux-ci peuvent rencontrer avec leurs enfants, souvent leurs adolescents. Sébastien Ruc, vous êtes aujourd'hui au Prado, dans cette structure-là. Quels sont les cas les plus poignants qui poussent les jeunes aujourd'hui à ne plus avoir d'intérêt pour la chose scolaire? J'en parlais tout à l'heure en introduction, toute forme de rupture dans la vie de l'enfant ou de l'adolescent est souvent traumatisante au point effectivement ne plus voir vraiment de sens à l'apprentissage scolaire,
à la réussite scolaire tout simplement, mais la réussite tout court. Vous savez, un enfant qui se détourne de l'école est bien souvent un enfant qui se détourne, bien souvent, pas tout le temps, mais bien souvent qui se détourne aussi de son sport, qui ne veut plus aller au sport, qui ne veut plus forcément aller à la rencontre de ses amis d'enfance avec lesquels les choses se passaient bien. Parfois aussi au niveau familial, les choses sont beaucoup plus difficiles, que ce soit les réunions de famille, etc. Donc, vous savez, ces phénomènes-là ne s'observent pas que au travers de l'école. Alors c'est vrai qu'ici en France notamment, on investit énormément dans l'école et ça reste encore une référence par rapport à une réussite future d'un enfant qu'on souhaiterait voir aller le plus loin possible dans les études pour pouvoir ensuite avoir un bon travail. Sauf que en fait, quand on observe bien, pour pouvoir raccrocher, parce que moi ce qui m'intéresse pour vos éditeurs, c'est d'être quand même essayer d'être le plus concret possible. C'est-à-dire qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, on va faire raccrocher un enfant à l'école, parce que c'est un chemin qui est indiqué pour aller ensuite peut-être même pas forcément jusqu'au bac ou à des études supérieures, mais qui peut très bien amener à un apprentissage avec un travail en alternance. Mais quels sont ces éléments justement qui gravitent autour? J'en citerai plusieurs. La vie associative, l'inscription à un enfant dans une activité sportive régulière qui lui permette déjà de continuer d'avoir une certaine sociabilité. Un renforcement des liens familiaux, parce que je sais que quand les situations arrivent de tension, quand l'enfant, quand on est appelé tous les jours par le collège ou par le lycée, par rapport à des absences, par rapport à des problèmes de comportement, ça tend les rapports familiaux. Et là, il me semble que l'important, je n'ai pas de leçon à donner aux parents, mais il est aussi d'entrer en dialogue avec son enfant pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et c'est un travail permanent et perpétuel, j'allais dire, de deux parents. Sébastien Ruc, excusez-moi de vous interrompre. Hein. Quand vous parlez vous avez dit toute rupture, toute sorte de rupture pourrait être susceptible de pouvoir créer une sorte de blocage chez le jeune. Et vous parlez également de rapports familiaux, du dialogue. Aujourd'hui, on est dans une société où on a l'impression que l'enfant, le jeune, n'a que des droits et souvent les devoirs, on semble les oublier. Et finalement, on a le sentiment que les parents sont fragilisés, il manque de véritables autorités au vu de ce que la société propose. Alors, quand vous parlez de rupture, comment un parent qui, face à son enfant, qui ne parle que tu n'as pas le droit de ci, le droit de ça, n'arrive pas à faire comprendre l'enfant qu'il y a aussi les devoirs? Comment peut-il pousser l'enfant à repartir, faire ses devoirs, alors que la société lui propose autre chose? C'est effectivement la partie la plus délicate que vous abordez là. Et j'aime autant vous dire qu'il n'y a pas de recette miracle. Mais vous, dans votre cas, qu'est-ce que vous leur proposez, généralement? Dans le cas précis, il s'agit quand même d'essayer de se projeter un peu avec son enfant, ou en tout cas de faire en sorte que l'enfant se projette un petit peu dans un avenir plus ou moins proche, de quelques années, et voire plus, mais surtout de lui poser la question, puisqu'il finalement faut l'interroger par rapport à un comportement qu'on ne comprend pas, ou qu'on a du mal à maîtriser. Il faut essayer de lui faire comprendre et de lui faire dire ce qu'il veut au final. Qu'est-ce qu'il souhaiterait devenir, quelle vie il souhaiterait. Et là, on se rend compte rapidement que même s'il peut exprimer j'allais dire la suite logique de certaines de ses déviances, c'est-à-dire le fait de ne pas travailler, le fait de vivre un petit peu au crochet de la société, que finalement il n'en sera pas heureux. Et il peut tout à fait le comprendre et l'imaginer. Et une fois que cette perception du futur proche de l'enfant est plus ou moins discutée, à ce moment-là, l'idée est de faire comprendre à l'enfant que un chemin de vie différent, heureux et épanouissant doit passer par un changement de comportement. Il ne s'agit pas de convaincre l'enfant. Aujourd'hui, l'autorité, comme vous le disiez, elle est mise à mal. Et je ne pense pas qu'en rajoutant de l'autorité, en arrivant presque à de l'autoritarisme, on arrivera véritablement, à moins de mettre... il existe des structures extrêmement... de type, on va dire, presque militaire, que certains nous proposent parfois pour
dompter, j'utilise le mot avec tous les guillemets qu'il faut, Oui. une jeunesse récalcitrante. Dites-nous un peu. À mon avis, ce n'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin, mais quels sont les premiers signes qu'on peut détecter chez un enfant qui commence à montrer un réel désintérêt? Parce qu'on sait, il y a le cas d'élèves paresseux, il y a aussi celui qui marque un réel désintérêt pour la scolarité scolaire. Quels sont les principaux signes qu'on peut noter? Alors, bon, les premiers signes, effectivement, ils se voient un petit peu au niveau des fréquentations. C'est-à-dire qu'un enfant qui commence à fréquenter d'autres jeunes, qui décide de changer un peu son entourage habituel qu'il avait depuis l'école primaire, le début du collège, et qu'à ce moment-là, il commence à regarder un petit peu ailleurs. Il faut s'en soucier et s'en inquiéter, et en tout cas toujours être dans le dialogue avec l'enfant pour que les choses ne se fassent pas, j'allais dire, d'une certaine manière, un petit peu dans le dos des parents. Ensuite, ce sont les discours. L'exemple le plus... Enfin, moi, par exemple, qui suis originaire d'une ville de banlieue et qui ai vécu les années 80, je vois par exemple aujourd'hui beaucoup d'enfants qui ont, des garçons en particulier, mais pas que, un intérêt particulier par exemple pour la musique rap, que j'apprécie par ailleurs en ce qui me concerne. Mais quand on écoute effectivement les valeurs qui sont portées dans certains textes de rap, qui sont très largement diffusés sur les ondes radiophoniques, on peut s'en inquiéter, en discuter, poser éventuellement des interdits, mais jeunes, et expliquer effectivement que ce qui est dit dans ces textes peut influencer. Donc la musique est un facteur aussi important, fréquentation, donc musique, c'est un exemple, et avec le relent de discours qui ensuite peuvent être plus ou moins inquiétants. Apologie de toute forme de choses qui sont quand même c'est-à-dire que l'âme humaine réfute par essence. Je ne détaillerai pas, mais l'image de la femme, la promotion de la drogue, des armes, tout ce qu'on entend dans ce genre de choses, et les enfants se font parfois le relais en écoutant des autres, parce qu'un adolescent est influençable, c'est comme une éponge. Donc si vous voulez, il faut être sensible à ce genre de choses, et ensuite, il me semble que les familles, d'où qu'elles viennent, quelle que soit leur origine culturelle, elles ont quelque chose à amener à leur enfant. Elles ont en elles-mêmes une richesse qui doit pouvoir contenter l'enfant de savoir d'où il est, d'où il vient, et les valeurs qu'il porte, pour pouvoir se projeter dans un avenir qu'il imaginera effectivement loin de tous les dangers qui peuvent effectivement le guetter. Il est clair que, au vu de tout ce que vous nous présentez, il n'est pas évident aujourd'hui de pouvoir cerner tout de suite, voilà, un enfant qui est en difficulté. Mais cependant, vous conviendrez avec moi que lorsque l'enfant a pris ses chemins, ils ont souvent du mal à écouter le parent ou à mettre en pratique les conseils du parent. Que faut-il faire à ce moment-là? Bien entendu, c'est pour ça que je pense qu'il faut un petit peu, même si c'est jamais facile quand on est confronté à ce type de situation, de dédramatiser et de poser et de garder le lien, l'échange, pour que l'enfant comprenne. Et là, à ce niveau-là, il y a quand même des relais possibles. Lesquels? Je parlais effectivement tout à l'heure des relais qu'on connaît dans la plupart des villes, que sont les centres sociaux, que sont les associations sportives ou culturelles. J'ai effectivement, parmi parce qu'on travaille un petit peu tous en réseau, je citerai des associations qui proposent effectivement de l'accueil de jeunes, donc on les connaît, centres sociaux, centres culturels, MJC, tout ça, ce sont des lieux malheureusement qui sont de plus en plus évités par la tranche adolescente, et dans lequel le parent doit essayer d'accompagner l'enfant, puisque ce sont finalement d'autres adultes qui vont d'une certaine manière, il y a une tradition un peu africaine qui dit que l'enfant est élevé aussi avec les enfants qui l'entourent, et je trouve qu'en France on a ça existe, ces associations, elles existent, et je pense que les parents doivent aussi essayer d'accompagner les enfants vers d'autres formes de vie sociale en dehors du cercle familial qui est primordial et qui est très important, de manière à ce que l'enfant trouve aussi, à travers les références d'autres adultes,
une façon de se construire et de trouver, pourquoi pas, aussi des exemples. On pense au sport, on pense à la culture, on pense à tout un tas de choses, et lui permettre de vivre une jeunesse heureuse. D'accord. Parce qu'un enfant qui décroche, c'est que forcément, il y a quelque chose qui dans sa vie n'est pas heureuse. Sébastien Ruc, lorsqu'un enfant, là c'est le cas de ceux qui ne sont pas encore, on va dire, entraînés, ou embrigadés par les fléaux qui sont la drogue et tout ce qui va avec. Pour ceux qui y sont déjà. Alors il existe des structures. Là, on rentre dans une phase qui est beaucoup plus l'éducation spécialisée. Je mène depuis maintenant près de 3 ans une action en tant qu'intervenant auprès d'une structure. Un foyer en fait qui accueille des adolescents placés par la justice. Donc effectivement, je travaille donc de pair avec monsieur le directeur, donc Célestin Godogo, qui est donc directeur du foyer de la Tour, du centre préprofessionnel de l'autre chance et donc du Prado, sur ce projet-là. L'idée, c'est de, bien entendu, jamais éloigner la famille, puisque ce sont des centres de placement, donc ce sont des choses qui existent, pour pouvoir travailler sur le projet du jeune, et qu'effectivement le jeune trouve une valorisation à travers une équipe de professionnels pluridisciplinaires, où parfois les soins, je pense à l'éco-psychiatre, psychologues, peuvent amener quelque chose, et éducatif également, bien sûr. C'est d'abord un apport éducatif qui est amené pour pouvoir accompagner le jeune et faire en sorte que ce lien puisse se recréer avec la famille dans une valorisation. D'accord. Sébastien Ruc, le temps qui nous est imparti est-il inexorablement vers la fin en une phrase? Eh oui. En une phrase, quel conseil donneriez-vous aux parents et aux jeunes qui nous écoutent en une phrase ce soir pour une année scolaire réussie? Alors, pour une année scolaire réussie, il n'y a pas de recette miracle, mais il faut avoir de la bonne volonté, croire en votre enfant, oui. Lui poser vos exigences, ayez confiance dans les valeurs que vous pouvez lui transmettre, et maintenir ce dialogue, ça me paraît effectivement essentiel. On l'aura compris. Je citerai juste quand même, oui. J'ai pas cité parce que je suis quelqu'un de terrain qui aime travailler avec les enfants, je le fais depuis 25 ans. Je citerai juste une pédagogue italienne, Maria Montessori, qui est décédée depuis maintenant quelques années, mais qui reste une référence dans la manière d'amener la pédagogie. L'éducateur, c'est-à-dire le parent, il doit être là à aider à la vie. L'éducateur aider à la vie, et effectivement aider la vie, c'est déjà, j'ajouterais à vie heureuse, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce que les enfants attendent des parents, et je pense que les parents, c'est aussi tout ce qu'ils ont envie de donner. Donc effectivement, essayons de faire en sorte que dans les familles, les choses soient moins tendues. Merci. Sébastien Ruc, sans vous couper, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver. Merci Juvenal, c'était un plaisir. Ok, une prochaine fois. Notre magazine arrive donc à son terme. Pour vous accompagner ce soir, la technique et la réalisation, c'était Sernanersi Bouloukoué dans vos dédicaces oreilles. Je suis Juvenal Noël, votre humble serviteur. On se retrouve mardi prochain pour un autre magazine Tintin Tropical. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au